Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux pour ce Club Agora, ça part en live. Club Agora qui se tient une fois de plus aujourd'hui, vous le savez, et ce depuis le début de la semaine, ici au centre commercial et à l'université. Et nous étions hier au théâtre éphémère, la scène nationale. Bienvenue à tous. Comme vous le savez aujourd'hui, comme tous les autres jours de la semaine, nous discutons ensemble et c'est vous qui avez la parole, c'est vous qui la prenez. Une fois n'est pas coutume, c'est vous qui allez donner le tempo en fait de ce débat. Et aujourd'hui, nous allons discuter confiance. Peut-on renouer le dialogue et la confiance, notamment avec les élus, avec les médias? Nous avons des invités qui vont nous en parler. Vous le savez également, ce dialogue, il est retransmis sur le Facebook Live de la ville. Donc n'hésitez pas à commenter, à envoyer vos remarques. Celles-ci me sont transmises et je pourrai être le porte-voix de ce que vous avez à nous dire. Bien entendu, dans le public, vous le savez aussi, vous allez pouvoir participer. Mon micro, c'est surtout le vôtre. Donc tout ceci est filmé et on attend surtout vos remarques, vos envies. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ceux qui nous écoutent dans le centre commercial, vous savez où nous sommes? Sous le Décathlon. Donc on vous attend, nombreux. Et pour démarrer, avant de vous présenter nos invités, vous savez aussi que nous avons des structures qui font de l'éloquence à Évry. Nous avons une association et aujourd'hui, ce sont Julien et Johan qui vont nous raconter ce qu'ils pensent en fait de cette question de la confiance. C'est Révolte-toi Évry. Julien, vous allez commencer par répondre à cette injonction par la positive et Johan, ce sera par la négative. Je vous en prie. Bien, avant de commencer, merci beaucoup de nous recevoir. Médias, sciences, élus, peut-on renouer le dialogue et la confiance? Je répondrai à cela qu'il faut. Il faut que l'on rétablisse le dialogue et la confiance. D'abord, avec les médias, parce que les médias traditionnels sont désuets. Les médias aujourd'hui, c'est Twitter, c'est Facebook, ce sont les réseaux sociaux. Et sur ces médias, il y a toutes sortes d'opinions, il y a toutes sortes de réflexions, aussi bonnes que mauvaises. Et dans cette immonde et immensité de bêtises que l'on peut retrouver, eh bien, il y a des idées qui sont à prendre, des opinions qui sont à critiquer. Alors, pour renouer le dialogue et la confiance, le dialogue et le débat étant là, il faut alors se porter critique. Mesdames, messieurs, je vous en conjure, participez à l'information, participez à l'opinion, participez à la critique. Soyez donc présents. Et puis, c'est par là que les élus vous entendront, que la communauté scientifique vous entendra. Et c'est en étant critique avec cela que vous pourrez faire naître l'opinion et naître un réel débat et donc une réelle confiance. Merci. Merci beaucoup, Julien. Johan, alors vous de votre côté, c'est plutôt en négatif. Mesdames et messieurs, merci de nous accueillir. Il est d'un adage connu, les médias donnent à voir, pas à réfléchir et encore moins à comprendre. Médias, sciences et élus, faut-il renouer le dialogue? Je plaide le non. En effet, dialoguer c'est quoi? Dialoguer c'est échanger, ce n'est pas juste parler. C'est échanger des choses concrètes avec quelqu'un de confiance. Et l'essence même de ce dialogue, c'est la confiance. Ainsi, alors, les élus, les médias nous paraissent bien inaccessibles. Ce sont des gens qui, pour la plupart, vous n'avez pas vus, vous ne les connaissez pas, vous ne leur parlez pas. Alors comment prêter votre confiance, comment prêter votre intérêt à des gens que vous ne connaissez pas, des gens à qui vous ne parlez pas? C'est pour toutes ces raisons qu'il nous est impossible de renouer un quelconque dialogue tant que ces personnes nous paraîtront abstraites, ils nous seront inaccessibles. Merci. Merci beaucoup, merci Johan, merci à l'association Révolte-toi Évry. Ça nous pose le débat, messieurs, ça nous pose le débat. Est-ce que ce dialogue est possible à partir du moment où peut-être, mais on fera le tour de vos remarques. Est-ce qu'il est si vertical? Est-ce que finalement il y a encore une entente possible? Est-ce qu'il y a un terrain pour qu'on puisse s'écouter? Pour en parler, Farah Zaoui, bonjour, vous êtes directrice juridique de l'association Anticor. L'association Anticor, elle lutte justement pour créer plus de transparence dans le débat public avec les politiques. Votre micro, il marche pas? Oui, c'est bon. Super. Bonjour. Bienvenue à vous, Farah. À côté de vous, Latifa Oulkouir. Latifa, vous êtes journaliste et directrice du Bondi Blog, un site qui existe
depuis 2005 et qui traite justement de l'actualité au sens large, mais avec un petit prisme vu des quartiers populaires, avec une dimension voilà, de traitement par les minorités, etc. Jean Quatremer, qui est journaliste à Libération, nous rejoindra d'ici un quart d'heure, parce que pour venir à Évry en ce moment, il faut le mériter, il y a un petit peu de circulation. Mais j'aimerais bien qu'on commence, vous le savez maintenant, par vous. Mademoiselle, bonjour. C'est quoi votre petit prénom? Nangali. Nangali, qu'est-ce que vous en pensez de cette question de... Est-ce qu'on peut, selon vous, renouer le dialogue et la confiance, notamment avec les élus, avec les médias? Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, je serais plutôt du point de vue du jeune homme qui plaidait le non. Alors, moi, je vais différencier un petit peu les médias et les élus, parce que les élus, pour le coup, on les connaît, on peut dialoguer avec eux. Les médias, il y a un certain... comment dire, il y a une certaine distance et on ne les connaît pas, effectivement. Donc, déjà, alimenter un dialogue avec des personnes qu'on ne connaît pas et une structure qui peut nous paraître souvent abstraite, c'est compliqué. Mais par contre, pour les élus, effectivement, je pense qu'on peut mettre en place un dialogue et il est primordial de renouer la confiance. Mmh. Mais alors, vous me parlez des élus de proximité, là, on est d'accord? Oui. Mais qu'en est-il, du coup, des élus nationaux, ceux qu'on voit dans nos télévisions? Je pense que déjà, avant d'atteindre les élus nationaux, il faut passer par les élus de proximité. Donc pour moi, c'est un intermédiaire avant d'arriver aux élus nationaux. Et pour le coup, je reste sur la position des élus de proximité avec qui, effectivement, il faut nouer le dialogue. Et pour revenir à la distance, quand vous dites qu'on n'a pas accès aux journalistes, comment est-ce que vous qualifieriez cette distance? Pourquoi sont-ils aussi loin, les médias? Alors je dirais que déjà aujourd'hui on est dans une ère où effectivement nos médias à nous, et principalement je vais parler pour moi, ce sont les réseaux sociaux en fait, tout simplement. Et c'est un espace où on peut échanger, donner nos points de vue, etc. Et effectivement il y a du bon, il y a du mauvais. Mais pour les médias un petit peu plus traditionnels, je vais penser à tout ce qui est BFM TV ou TF1, là tout de suite il y a une distance parce que justement c'est des gros médias et il n'y a jamais eu d'ailleurs de lien ou de confiance avec ces médias-là qui sont totalement loin de nos réalités à nous en tant que citoyens. Merci beaucoup. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, vous? C'est quoi votre petit prénom? Je m'appelle Cheikh. Salut, Cheikh. Très bien, merci. Qu'est-ce que vous faites là, Cheikh? Qu'est-ce que vous étiez de passage et vous avez trouvé des poufs, vous êtes assis ici? J'étais de passage, après j'ai vu le thème du débat et ça m'a plu, je me suis assis pour voir à peu près du coup à quoi ça va ressembler, qu'est-ce qui va s'y passer. Alors vous, est-ce que vous vous informez, Cheikh? Oui. Comment? Comme la plupart des personnes de ma génération sur les réseaux sociaux. Vous faites confiance aux médias? Non, personnellement non. Parce que du coup sur les médias, comme l'a dit le monsieur tout à l'heure, les médias c'est plus en fait normalement pour avoir une relation de confiance avec une personne, il faut dialoguer. Et les médias la plupart du temps ils nous donnent de l'information, ils sont là juste, c'est dans un sens en fait, ça ne va pas dans l'autre sens. Et les grands médias, je sais pas, type BFM, enfin une personne comme moi, j'ai rien à dire à BFM, parce qu'ils me donnent le programme, je regarde et voilà quoi. BFM, ils n'ont pas à m'écouter. Du coup, des trucs comme c'est ce qui fait que personnellement, j'ai pas très confiance aux médias. Et en sachant aussi que la plupart des grands médias sont détenus aussi par des personnes dans des entreprises privées. Du coup, souvent, il y a des conflits d'intérêts. Et du coup, il faut savoir à quel moment commence le conflit d'intérêts, à quel moment commence le vrai journalisme. Du coup, ça pose problème. Il y a beaucoup de choses là dans ce qui a été dit. Je prends une dernière intervention. Ah, bonjour monsieur. Bonjour. D'accord, je vais commencer par les médias. Pourquoi on ne vous fait pas confiance? Parce que la moitié du PAF est mariée au PIF. Politique, industriel, fonctionnaire. On va parler de la science. Qui a mis en avant Bogdanov? C'est pas moi. On va parler de la santé. Il a fallu 20 ans pour juger les laboratoires Fabre. Au passage, je salue le travail de Anticorps. Bon dit. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Alors,
On a entendu beaucoup de choses, mesdames. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, cette idée de les médias, finalement, il y a une forme de distance qui s'est mise en place. On ne se sent pas représenté. Les élus, alors ok, les élus de proximité, on peut y avoir accès, mais c'est plus difficile, en fait, avec les élus nationaux. Et puis, il y a la question, finalement, les médias, là, tous, les plus gros, tout du moins, pas le Bondi Blog, mais c'est aussi une industrie. C'est détenu par des gens qui ont peut-être un agenda. Qu'est-ce que vous en pensez de ce constat? Je vais commencer. Merci pour toutes vos remarques et tout ce qu'on a pu entendre jusque-là, parce que ça a rassemblé énormément de choses. La première, effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est que les gens ont tendance à critiquer les médias, et souvent les gros médias, mais c'est aussi ceux que les gens consomment le plus. Donc il y a toujours un paradoxe là-dedans, quand on nous dit oui, mais tel média important, il raconte, il mente, mais les gens passent leur journée devant. Donc c'est vraiment une question de la manière dont on consomme l'information. Après, sur la notion, et c'est très lié à la notion de conflit d'intérêts, c'est important de savoir un peu tout le microcosme médiatique, ou en tout cas le paysage audiovisuel français, de savoir qui détient quel média, pourquoi on a telle information ici, on ne l'a pas là. Après, c'est un travail évidemment tout un travail de pédagogie auquel il faut s'intéresser, qui n'est pas toujours simple et aisé, mais je pense qu'on devrait le faire de plus en plus. Donc c'est aussi une des questions principales, je pense, que les gens soient conscients de l'important. Je pense, avec les journalistes, l'important c'est ce que dit le journaliste, mais d'où il nous parle et à quel média il appartient. Et ça, c'est vraiment, je pense, un travail important à faire. Mais ça, c'est quand on dit d'où il nous parle, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que concrètement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'objectivité, il n'y a pas de neutralité quand on est journaliste? Non, je pense que je fais partie des nombreuses personnes qui pensent que le journalisme objectif n'existe pas, et c'est ce que les gens doivent aussi intégrer et comprendre, c'est-à-dire que et aussi les manières de faire de l'information. Quand on a un envoyé spécial, par exemple, de BFM à un lieu parce qu'il s'y passe quelque chose, et donc en fait il faut qu'il raconte aux gens ce qui se passe, lui il fait son travail juste d'information. Tout à l'heure le monsieur disait ouais, il n'y a pas de dialogue finalement, mais dans certaines situations c'est comme si on disait quand je vais chez le médecin, faut qu'il m'écoute aussi ce que j'ai à lui dire, parce que sur ça je suis pas forcément d'accord. Et en fait on a perdu toute cette notion de un journaliste qui recueille des informations, il les recoupe, il les vérifie, et il est au service des citoyens pour leur fournir une information factuelle parfois qui doit être la plus précise possible. Mais on a d'autres types de médias et d'autres types d'informations. De plus en plus aujourd'hui on assiste à ce qu'on appelle une éditorialisation de l'information, où tout le monde est là pour donner son avis. Mais est-ce que les citoyens en ont quelque chose à faire de l'avis de je ne sais pas quelle personne, dont on ne sait pas d'où elle vient, ce qu'elle pense, etc. Donc c'est important, c'est cet aspect-là, mais il faut savoir, voilà, c'est dans ce cadre-là que je disais, il faut savoir d'où on nous parle. Un journaliste qui fait son boulot normalement en BFM direct, etc., qui est là pour vous dire ce qui se passe à un moment donné, c'est important, mais il faut savoir qu'il ne fait pas le même travail qu'un journaliste qui va enquêter depuis son bureau pendant parfois des semaines pour vous donner une information et pour faire un peu bouger les choses. On rappelle qu'il y a plein d'enquêtes journalistiques qui sont à l'origine de la création de structures qui permettent d'y voir plus clair dans la vie publique, pour ne citer qu'elle. Et je pense Farhad Anticor en parlera mieux que moi, mais la Haute Autorité pour la Transparence pour la Vie Publique, par exemple, elle fait suite à l'affaire Cahuzac révélée par Mediapart. C'est des choses comme ça que les gens, parfois, ont tendance à oublier. Mais le journalisme, il est aussi là pour ça, pour alerter. Peut-être pas pour faire comprendre, comme ça a été dit au début, même si on essaye, mais en tout cas d'essayer de provoquer et de faire que la société fonctionne un peu mieux. Ouais, et on voit par exemple en ce moment les révélations qu'il y a eu autour du scandale des EHPAD, de la prise en charge de nos aînés dans les EHPAD, notamment Orpea. Farah, cette idée de distance, vous travaillez, je le disais avec Anticor, sur la transparence, sur la nécessité de mettre de la transparence dans la vie publique. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce qu'on a entendu justement ? Bonjour à tous. Alors déjà, merci pour toutes vos questions également. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que vous avez dit, madame, et c'est un ressenti qui a été d'ailleurs aussi vérifié dans les enquêtes du Cevipof de Sciences Po, qui explique année après année que la confiance des Français dans la politique est fonction décroissante de la position de pouvoir qu'ont les élus. On a tendance à avoir confiance en les élus locaux, tandis que plus on avance dans la hiérarchie, moins on a confiance, ce qui est cohérent parce qu'on est moins en contact et qu'il y a moins de dialogue aussi avec le président de la République ou les députés. Et l'enjeu, c'est de rétablir ce dialogue-là, parce qu'avec plus de dialogue, on neutralise tout ce qui est en lien avec les soupçons de conflit d'intérêts, par exemple, qui sont une situation. Il faut aussi revenir sur cette notion de conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts, c'est pas dramatique. C'est que vous êtes dans une situation dans laquelle il y a une interférence entre un intérêt privé et public, et il convient
de mettre fin à cette interférence et donc de se manifester et de dire là il y a un conflit d'intérêts, de démissionner, de se déporter et de faire en sorte que la probité et la sincérité aussi de l'information en lien avec les médias soient préservées. Et également par rapport à cette difficulté à avoir confiance dans l'information, il est sûr qu'il y a des choses à améliorer dans le traitement de l'information, mais qu'on ne peut pas traiter BFM comme le Bondi Blog par exemple, ou des journaux comme Mediacité, Mediapart, qui font de l'investigation assez poussée et qui sont amenés à délivrer des informations qui sont précises sur le fondement de témoignages et qui sont dans un traitement de l'information beaucoup plus complexe et qui mettent en avant des oppositions, etc. Et qu'il est important aussi de faire cette démarche active d'information, d'avoir un esprit critique par rapport à ce qui peut nous être délivré et de toujours aller confronter l'information. Il ne suffit pas de lire quelque chose sur les réseaux sociaux pour partir du principe que l'information est vraie. Il faut avoir un comportement actif dans la manière dont on se situe dans la société et ça fait partie aussi de la manière dont on contribue à la démocratie. Mais Farah, pardon, et après je passe la parole aux filles ici parce qu'elles ont plein de trucs à dire. Mais est-ce qu'on peut dire par exemple que Mediapart ou le Bondi Blog fera un bon boulot et BFM fera un sale boulot ? Là, on est quand même un peu... Parce qu'il y a quand même des gens sur BFM qui font un travail factuel, qui nous racontent en fait la réalité telle qu'elle se passe. Est-ce qu'on peut mettre sur le même plan des journalistes qui nous racontent les faits et de l'autre, les commentateurs, c'est-à-dire des gens qui parlent au nom d'eux-mêmes et qui commentent l'actualité? Parce que c'est ça aussi, c'est pas toujours très clair pour le Pékin moyen, pour des gens qui n'ont pas l'œil avisé, de faire la différence entre un journaliste et un éditorialiste, un commentateur. Oui, justement, il y a une grosse différence entre un leader d'opinion, par exemple, qui viendrait du domaine médical, par exemple, qui viendrait délivrer une information qui est liée à son expérience, son expertise, et un journaliste qui a une formation de nature à vérifier et à donner une information avec un traitement journalistique ou des politiques, etc. Et l'enjeu, c'est pas de dire que BFM fait du bon travail et que les autres du mauvais travail et que les autres journalistes du bon travail. Il y a forcément du bon aussi dans certains sujets qui peuvent être traités. Moi, ce que je regrette le plus, c'est le traitement de l'information de manière instantanée, avec des bandeaux déroulants, des bandeaux avec des titres très agressifs et qui permettent pas forcément de se poser et de réfléchir, d'avoir un esprit critique, d'aller confronter l'information. Et c'est ça qui est perturbant, parce que aussi dans l'enquête du CEVIPOF, c'est une notion qui est ressortie. Le CEVIPOF, c'est le Centre de recherche sur la vie politique française de Sciences Po. Oui, absolument, merci. C'est que la plupart des Français s'informent aujourd'hui principalement sur les réseaux sociaux, et que sur les réseaux sociaux, tout le monde y va de son petit commentaire. Il n'y a pas que des journalistes sur les réseaux sociaux, il y a aussi des personnes lambda, et c'est le droit de tout le monde de commenter, et qui peuvent être amenées à diffuser des fake news et à avoir un traitement de l'information plutôt partielle, bien que la neutralité journalistique, c'est aussi un débat, comme tu l'as dit, Latifa. Et c'est cette donnée-là qui fait qu'on a besoin aussi de rétablir la confiance qu'ont les citoyens dans les médias, mais également que les citoyens aient un comportement avisé et éclairé. Et ça, il faut leur donner les clés. Et c'est pas culpabilisant de dire ça, c'est justement, il faut donner les clés. Bien sûr, mais donc ça veut dire qu'il doit y avoir une forme de pédagogie aussi par rapport à l'information. On doit apprendre à lire l'information de surcroît aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est Manon, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est Manon, je me souviens. Ça va Manon? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Toi, comment tu t'informes et est-ce que tu fais confiance aux médias? Qu'est-ce que tu penses qu'il nous manque pour recréer ce lien? Déjà, moi, je m'informe avec un peu toutes les plateformes pour pouvoir avoir le plus d'informations et réussir à les comparer. Donc, je vais m'informer que ce soit à la télé, que ce soit sur les sites des journaux également, les réseaux sociaux aussi. Un peu moins, mais les réseaux sociaux aussi pour avoir une certaine vision de ce qui est diffusé dessus. Et je pense que le dialogue peut être rétabli avec la population, mais il faudrait aller vers eux et non plus essayer de parler à leur place, dire des choses à leur place qui feront certainement qu'ils ne se sentiront pas concernés et qui va que contribuer en fait à toujours mettre de la distance avec la population. Donc il faudrait vraiment aller vers eux, les laisser s'exprimer, mettre des mots sur ce qu'ils vivent au quotidien pour qu'ils puissent après rétablir le dialogue et ensuite qu'il y ait aussi une sorte de communication avec les élus et les médias aussi. Parce que toi, par exemple, tu ne te sens pas représentée quand tu allumes la télévision? Non, je ne me sens pas représentée. Et même quand il y a des sujets qui me concernent, qui concernent mon quotidien ou le quotidien de ma famille qui sont évoqués, c'est pas représentatif de ce qu'on vit, ou en tout cas les mots qui sont posés oui, en fait, c'est vraiment pas représentatif de ce qu'on vit au quotidien. Alors, je crois que... laissez-moi m'asseoir. Parce que bon,
Je suis vieille, j'ai un genou, j'ai pas fait de carrière dans le foot, donc il faut que je m'assoie. Les filles, qu'est-ce que vous en pensez de ce que vient de nous dire Manon? Moi, je suis totalement d'accord parce que c'est pareil pour moi. Je ne suis pas assez représentée. Et je pense que pour finalement renouer la confiance et le dialogue, il va falloir en fait être honnête envers les citoyens parce que je pense qu'il y a énormément de désinformation, beaucoup de fake news et finalement, on s'y retrouve plus. Depuis le début de la pandémie jusqu'à maintenant, il y a eu un tas d'informations contradictoires. Et c'est vrai que je pense aussi, je me mets aussi à la place des élus, des médias. Peut-être qu'ils ne veulent pas finalement affoler les citoyens, mais ce n'est pas la façon de faire. Et comme on dit, il y a une citation célèbre qui le dit, la politique est la meilleure des honnêtetés. Voilà. Joli. Mais alors, attends, parce que soyons clairs sur la dimension. On est dans une pandémie et pour toi, en fait, ça a été très compliqué de comprendre qui avait raison, qui a tort. C'est ce que Farah nous disait à l'instant, c'est la dimension de comment on met de la nuance et comment on fait en sorte en fait de nous accompagner pour se faire notre propre avis. Toi, tu estimes que c'est pas le cas? Non, franchement, déjà on peut voir que souvent il y a des médias qui, enfin je dirais pas qu'ils se contredisent, mais il n'y a pas il y a pas la même information. Mais comme elle disait, on peut pas finalement prendre par exemple BFM et un média local. Je pense que déjà en termes de moyens techniques, ils sont pas équipés de la même façon et même en termes peut-être de formation, je ne sais pas. Dites-moi si je me trompe. Et finalement, c'est vraiment difficile pour nous les citoyens. Et on ne sait plus où mettre la tête. Moi, personnellement, honnêtement, je ne regarde plus les informations parce qu'aujourd'hui, j'entends A, demain, j'entends B. Il y a récemment, on nous disait que bientôt, on pourrait sortir sans masque. Je trouve que c'est... Et il y a encore 2 mois, on nous dit de faire la 3e dose. Je trouve que c'est assez contradictoire, en fait. Donc, voilà. Oui. C'est ton prénom. Je m'appelle Loris. Et je pense qu'il y a une part à faire des deux côtés. Déjà, comme Manon l'a dit, des côtés des médias, dans le sens où on veut plus de personnes représentatives en fait, par rapport à nous. Et aussi, je pense que les citoyens doivent faire un exercice de dissociation entre les réseaux sociaux, ce qui est dit sur les réseaux sociaux, et entre, par exemple, les médias comme BFM. Je pense que voilà, on ne peut pas tout mélanger aussi. Et le fait de tout mélanger, justement, entre ce qu'on trouve sur les réseaux et ce qu'on trouve sur la télé, finalement, on met toutes les formes de journaux, de médias dans le même sac, en fait. Donc, il y a aussi cette part-là à faire du côté des citoyens, en fait, je pense. Là, ce que j'entends, mesdames, et je voudrais vous entendre là-dessus, c'est, en gros, on est dans une forme d'infobésité. On ouvre la télévision, la radio, nos réseaux sociaux, n'importe où, on dégueule d'informations. On n'est plus capable de faire le tri, donc en fait on coupe et on n'est pas formé, on n'est pas armé en fait face à tout ça. Est-ce que ça participe justement de cette défiance? Et là effectivement, ce qu'on entendait à l'instant sur cette pandémie qu'on traverse, et donc on a vu notamment dans la première phase de la pandémie, le premier confinement, des scientifiques s'engueuler, ne pas être d'accord, des politiques qui n'avaient pas la même vision des choses, tout ceci participe en fait d'une forme de lassitude. Oui, et je pense que ça se comprend, mais là-dessus, qu'on soit juste citoyen ou journaliste, à l'époque de la pandémie, enfin, même on y a encore la pandémie à son début, je pense que... Enfin, faut tous avoir une part un peu d'humilité. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'exceptionnel. Donc on savait pas tellement ce qui se passait. C'est très difficile d'informer dans un contexte où finalement on n'a pas forcément toutes les clés. Et en face, on est dans des citoyens qui sont aussi anxieux, qui sont dans une situation exceptionnelle et qui attendent qu'on leur fournisse des informations. C'est aussi ça. C'est que si on avait eu pas assez ou si on n'avait rien dit, on aurait dit oh, on nous cache quelque chose. Comment ça tout le monde est enfermé, on nous en parle pas, mais qu'est-ce qui se passe? C'est sûr, ils nous cachent. Et en fait, quand il y en a énormément, par exemple, aujourd'hui, on peut se poser des questions sur, on prend l'exemple du début de la pandémie, le masque n'est pas utile. Et ça a été un mensonge, mais politique, qui a été démonté ensuite. C'est juste qu'il n'y en avait pas assez. Mais qu'est-ce que vont faire les politiques? Ils vont vraiment pas dire, ouais, en fait, on n'avait pas assez de masques parce qu'on n'a pas prévu cette situation. Bon, et qu'est-ce qu'on dit? Non, c'est pas utile jusqu'à ce qu'il y en ait. Finalement, il y en a. Et ça, en fait, les journalistes l'ont montré ensuite et l'ont dit. Et c'est toujours pareil, c'est qu'effectivement, ça demande... Je pense qu'on est submergé, moi-même qui suis journaliste, par de l'information tous les jours. C'est extrêmement compliqué de faire le tri, d'arriver à comprendre pourquoi, quand on nous parle d'une levée du pass et du masque, forcément, les gens ils font la corrélation en se disant est-ce que c'est parce que c'est bientôt l'élection présidentielle, etc., à qui ça profite?
Enfin, c'est vraiment très compliqué à détricoter et ça s'exacerbe dans les situations exceptionnelles comme celles que l'on vit en ce moment, je pense. Et puis, on a beaucoup parlé de BFM, mais les gens eux-mêmes qui travaillent chez BFM disent non, mais BFM, c'est pas fait pour être regardé toute la journée. C'est pas fait pour être regardé du matin au soir. Les journalistes en sont conscients, même eux. BFM, c'est bien pour savoir ce qui se passe à un moment donné. Moi-même, j'ai une utilisation, je regarde un quart d'heure. Je fais un peu le tour des choses, on dit bon bah voilà, j'ai le point de vue de BFM, je vais aller m'informer ailleurs pour voir ce qui est dit par d'autres médias de ça, etc. Et je pense que c'est vraiment cette... je sais que ça demande un peu de rigueur, etc. Et quand on est journaliste, c'est juste être professionnel que de faire ça. Quand on est simple citoyen, ça peut être compliqué parce qu'on ouvre tous nos réseaux sociaux, on voit plein d'infos, on ouvre sur BFM, c'est traité d'une autre manière. Enfin, c'est vraiment une question super compliquée. Farah ? Oui, moi je suis plutôt d'accord, c'est la confusion qui est liée à la masse d'informations qu'on va avoir à lire chaque jour, même sans s'en rendre compte et sans le vouloir faire cette démarche-là. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux et là, on a toutes les informations du monde contradictoires sur le masque, la crise sanitaire, le lien avec le politique. Donc c'est pas évident. Pour autant, c'est réellement l'opacité, moi je pense, qui contribue à cette défiance-là. Le fait qu'on ait l'impression qu'on nous cache des choses, ce qui peut être le cas parfois. Il y a des enjeux parfois, secret défense ou autres, qui font qu'on nous cache des choses parce que c'est cohérent. Pour autant, on devrait lever le voile et faire confiance, à mon sens, aux Français, à leur esprit critique et à leur possibilité en fait, d'accueillir certaines informations pour être mieux informés et être rassurés. Parce que justement, à force de croire qu'on nous cache des choses, ça amène malheureusement vers le complotisme parfois et qui peut être difficile. Il peut être difficile de sortir du complotisme justement parce qu'on est dans une boucle d'informations qui s'auto-alimente avec des personnes qui s'auto-alimentent sur des théories un peu alternatives qui, elles, détiendraient la vérité alors que la masse de la population serait dans un système et corrompu justement par les médias, le grand capital et la politique. Mais comment on fait ça justement, Farah, Latifa, je suis par ici, pardon, pour apprendre à déjouer en fait ces fake news, ces trucs conspi, parce que en fait on n'a pas un label qui nous dit ça c'est vrai, ça c'est faux. Enfin, on voit bien et Latifa, vous le disiez à l'instant, quand on a une communication politique qui parfois en fait embellit un peu les choses en disant non vous n'avez pas besoin de masque et que finalement c'est pour cacher la réalité qui est qu'on n'a pas de stock. Ça aide pas à nous donner en fait un peu une ligne de conduite sur ce qui est vrai, ce qui est faux. Oui, c'est des enjeux qui sont entre guillemets compliqués à comprendre. Voilà, quand on est citoyen, qu'on n'est pas du tout dans le monde ni de politique, ni de l'information, ni du journalisme, et que on a déjà tout le quotidien à gérer, qui peut être parfois compliqué. Mais effectivement, je pense que je ne sais pas s'il y a une clé, mais d'avoir un peu plus d'éducation aux médias pour les plus jeunes, même si encore une fois les personnes qui sont plus touchées par les fake news, c'est les gens qui ont plus de 60 ans. Et on a souvent ce truc de dire mais les jeunes ils sont sur les réseaux sociaux, ils croient tout ce qu'on leur met, mais en fait les fake news elles concernent davantage les personnes qui ont plus de 60 ans. C'est vraiment quelque chose à rappeler et les boucles WhatsApp et les messages transférés sont un fléau. Je pense que tout le monde le sait, en tout cas pour le traitement de l'information. Mais voilà, en fait, juste d'apprendre à prendre du recul. Et moi je fais pas partie des gens qui disent il faut douter forcément de tout, mais à un moment donné sur certaines informations, les journalistes, quel est l'intérêt? Les journalistes ne sont pas là pour mentir toute la journée. Et juste, voilà, quand on réfléchit 2 secondes, mais juste prendre du recul. Juste prendre un peu de recul et dire, tiens, cette info, je l'ai vue sur tel réseau social. Je vais faire une petite recherche Google pour voir si ça ressort auprès de un peu médias principaux ou pas. Si on ne trouve pas forcément de source, c'est louche. C'est vraiment, j'en conviens, une gymnastique que les gens n'ont pas forcément toujours le temps de faire quand ils sont happés par leur quotidien, qui peut être plus ou moins difficile. Mais il faut vraiment apprendre, je pense, à faire ça. Parce que quoi qu'on dise, les journalistes professionnels, notamment sur des médias qu'on dit mainstream, c'est-à-dire de premier plan, en fait, il y a une éthique et vous devez vérifier les informations. Vous devez avoir au minimum 2 sources qui assurent que ce fait que vous avez donné, il est réel, etc. C'est pas juste comme ça par-dessus la jambe. Farah. Oui, et moi je suis totalement d'accord avec cette prise de distance vis-à-vis de l'information, mais aussi vis-à-vis de qui elle vient, cette information, et notamment du politique. Attention, je ne vous dis pas de vous méfier du politique. Pour autant, il faut apprendre comment fonctionnent les institutions pour savoir d'où se positionnent les gens.
Si on est face à une communication de crise, en pleine crise du Covid-19, en mars 2020, avec un président qui fait un discours très sévère sur le fait qu'on est en guerre, ou si elle vient des mois après, dans une période plus apaisée, par exemple d'un député. Forcément, le contenant n'est pas le même, et on pourra se poser la question aussi des échéances électorales aussi. Ça teinte le débat, les échéances électorales. Et que cette éducation-là, c'est une éducation qui est continue, en fait. On ne cesse jamais d'apprendre sur le fonctionnement des institutions, parce qu'il y a toujours de nouvelles institutions qui sont créées. Par exemple, tout ce qui est en lien avec le sanitaire, il y a des conseils qui ont été mis en place pour traiter la question de la Covid-19, de la vaccination, donc s'interroger sur comment sont composés ces conseils, quels sont les médecins, quels sont leurs liens peut-être avec le pharmaceutique aussi. C'est vraiment des choses qui sont fascinantes. Après, ça prend du temps et c'est pas forcément le plus aisé. Mais c'est qu'à partir du moment où on maîtrise ces institutions, on maîtrise l'univers dans lequel on se situe, on peut être en mesure de prendre de la distance et avoir un esprit critique sur les conseils qu'on peut nous donner également et sur la manière dont est traitée l'information. Et justement, à faire baisser la défiance qu'on peut avoir et peut-être au contraire élever un esprit critique par rapport à ce qu'on peut nous préconiser. Alors, monsieur. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Écoutez, ça va, oui, je suis content d'être là. Qu'est-ce que ça vous inspire, tous ces échanges? L'une des choses qui m'a parlé, c'est cette question de pédagogie. Vous l'avez soulevé vous-même, la question de la pédagogie pour pouvoir justement être en mesure d'être un citoyen. Mais moi, la question que ça m'a renvoyé, c'est comment on peut justement se former. La question de la pédagogie, ça invite à l'esprit critique. Et cet esprit critique-là, dans le quotidien, mais aussi à plusieurs niveaux, le niveau local, le niveau national, comment peut être pertinent, comment peut être assez éclairé pour pouvoir jouer son rôle de plein et entier de citoyen. Or, la difficulté, je l'ai entendu, même pour des journalistes, la difficulté, c'est quand même de pouvoir surnager dans le flot de l'information. Et par rapport à ça, comment nous, les citoyens du quotidien, pouvons-nous, nous, réagir par rapport à ce foisonnement de l'information? Après, il y a effectivement toute la dimension, personnellement, bon, je suis plus tout jeune, et moi, ce qui me frappe, c'est les évolutions. Quand je vois, par exemple, la possibilité aujourd'hui des lanceurs d'alerte, grâce au journalisme, justement, de pouvoir se positionner, ça me parle et ça me paraît extrêmement important. Et donc, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que la démocratie, sans les médias, il n'y a pas de démocratie. Mais attention, on ne peut pas être tous des éditorialistes. Et vous aviez bien insisté sur la question. Les éditorialistes, ce sont des opinions qui sont émises. Ce ne sont pas les informations telles qu'elles sont à traiter à l'état brut et de façon contrôlée. Merci beaucoup. Alors, hop là, coucou. Comment ça va? Bien, merci. Et alors vous, comment vous vous informez, jeune fille? Comme la plupart des jeunes sur les réseaux sociaux. Comment vous arrivez à déterminer si une information est vraie, fausse? Comment vous faites un peu le tri? Je dirais que je ne fais pas vraiment le tri, j'écoute juste les informations, mais je sais que souvent il y a des faux et je dirais qu'il y a de bonnes informations comme de fausses informations et il faut qu'on s'y habitue. Donc, voilà. Mais effectivement, on voit que c'est difficile en fait de faire un petit peu le ménage. Qui veut ajouter quelque chose ici? Faites pas les timides, hein? Bon, je vais pas les traumatiser. Mais ici, il y en a. Aïssata, elle me dit ici. Allez, Maurice. C'est quoi déjà la question? La question, c'est comment tu t'informes? Alors, du coup, moi, pour m'informer, c'est d'abord, c'est important de regarder différents médias pour voir les différentes informations à notre disposition, pour faire une comparaison. Et puis ensuite, c'est aussi important de développer, une capacité d'autocritique. Du coup, pour faire ça, il faut aussi apprendre à regarder son environnement, voir ce qui se passe autour de soi,
pour comment dire, faire un comparatif et puis avoir un avis personnel. Tout à l'heure, Manon nous disait qu'elle ne se sentait pas représentée. Est-ce que tu penses que toi aussi, c'est important en fait, d'avoir des gens qui te ressemblent et qui parlent de ton quotidien dans les médias pour que la confiance en fait, se noue? Quand vous dites se ressemble, c'est-à-dire? Qui te ressemblent, c'est-à-dire qui parlent de ton quotidien, que tu estimes que tu es représenté dans les médias. C'est sûr que des gens qui vivent ce que nous on vit, enfin des gens qui donnent leur avis et qui ont le même mode de vie que nous, il y aura plus de profondeur que des gens qui ne sont pas forcément, qui ne vivent pas forcément ce qu'on vit et qui sont un peu éloignés de notre réalité. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent, la nécessité en fait d'avoir, que ce soit dans les médias ou en politique, des gens qui sont proches de la réalité du terrain. En quoi cette nécessité d'avoir une forme de diversité, un pluralisme, c'est important? Je pense que déjà ça fait très étrange de défendre, j'ai l'impression de défendre tous les journalistes, alors que le Bondi Blog est un média qui s'est créé à la base sur une critique des médias et du journalisme, parce que justement il y avait un manque de représentation des quartiers populaires, de la diversité, etc. dans le traitement médiatique et des réalités de ces territoires-là. Donc le problème, voilà, il est là depuis super longtemps et je pense que tout le monde en est conscient. Et c'est important d'avoir cette diversité-là quand on parle des quartiers populaires, mais aussi quand on parle de ce qu'on appelle la France des périphéries. Par exemple, quand il y avait la crise des Gilets jaunes, les journalistes ont mis beaucoup de temps à se rendre compte que c'était un vrai phénomène, avec que ça allait prendre l'ampleur que ça a pris. Et donc quand on a dans les rédactions, dans les milieux politiques, des gens, au-delà de la couleur de peau, mais en tout cas de milieux sociaux qui sont différents, on va moins voir certains sujets en fait. On va moins se dire que, je sais pas, quand on a parlé de baisse de 5 € d'APL, peut-être que la majorité des journalistes et des politiques vont se dire mais c'est rien ça, qu'est-ce que ça représente finalement pour les gens? Alors qu'en fait si, il y a une partie de la population pour qui ça représente vraiment quelque chose. Mais pour être conscient de ça et pour se dire c'est un vrai sujet, je vais le traiter, faut avoir des gens autour de soi qui sont concernés par ces réalités-là, où il faut faire tout un travail pour être toujours proche du terrain. Et là, que ce soit les élus comme les journalistes, en fait, c'est un travail de... les journalistes et les politiques ne sont rien s'ils ne connaissent pas la population pour laquelle ils travaillent. De manière générale, c'est des métiers dans lesquels c'est encore plus prégnant et important. Donc c'est pour ça qu'il faut que dans les conférences de rédaction, qu'il faut que dans les assemblées, etc., on ait la France dans sa diversité la plus vaste. Oui, absolument. Et dans le politique, c'est encore plus prégnant, je pense, parce qu'il y a le côté production de la loi et que souvent, ce qu'on reproche dans la production de la loi, c'est qu'elle est totalement déconnectée de la réalité. Souvent, parce que les personnes qui sont amenées à nous représenter n'ont pas forcément la réalité des territoires, parfois sont parachutées dans des territoires qu'ils ne connaissent même pas, dans des circonscriptions, pour des questions de stratégie électorale. Et ça a des conséquences en pratique. Et aussi le côté où... on a envie, il y a de plus en plus l'envie qui ressort de référendums, de participation, de démocratie directe pour que les citoyens puissent se réapproprier le pouvoir. Et ça, c'est super important en fait de pouvoir accentuer nos efforts dans ce sens-là. Et c'est justement ce que propose Anticor dans ses propositions pour les présidentielles, c'est plus de référendums d'initiative citoyenne pour faire en sorte que les citoyens se réapproprient les sujets et puissent avoir un impact sur leur quotidien. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Ce qu'elle a dit déjà, je pense que je suis d'accord avec elle, mais moi je veux parler d'un autre truc, parce que là pour le moment on parle des médias qui nous cachent la vérité, les élus qui nous mentent entre guillemets, mais pour les citoyens, vous voyez les citoyens, quand l'État prend des dispositions par rapport à la pandémie, parce que là on va parler de la pandémie un peu, c'est quand l'État prend des dispositions, des restrictions, mais est-ce que les citoyens écoutent ? On parle beaucoup des élus, des scientifiques, des présidents et tout, des gens du gouvernement qui mentent, mais quand ils prennent des décisions, des restrictions, les citoyens n'écoutent pas. C'est la plupart du temps, on nous dit de mettre le masque, mais des gens qui ne mettent pas le masque pour d'autres trucs, pour d'autres raisons. Donc ça veut dire, ça se trouve, c'est pas forcément les élus ou les scientifiques, les médias le problème, mais ça peut être les citoyens. En gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est que, en fait, on peut avoir un problème de confiance, mais dans l'absolu, quoi que les politiques mettent en œuvre, de toute façon, on est des Gaulois réfractaires et on fait ce qu'on veut. Moi, c'est ça que j'entends. C'est ça ? Oui, après, on peut se dire qu'on
on a plus d'exigences vis-à-vis de quelqu'un pour qui on a voté. Enfin, moi, aujourd'hui, si on me dit, il y a chez les journalistes et chez les hommes politiques un devoir d'exemplarité, peut-être qui est plus important que pour un citoyen. On sait que, évidemment, tout le monde ne va pas forcément respecter la loi, on sait que tout le monde ne va pas respecter les mesures, etc. Mais j'en attends pas autant d'un citoyen que je ne connais pas que d'un homme politique pour lequel j'ai voté ou non, ou en tout cas qui représente une partie de la nation. Donc c'est ça aussi, c'est qu'après, c'est une question de degré. Oui, absolument. Moi, je suis 100% d'accord. C'est qu'il ne faut pas non plus se tromper dans la définition du respect ou non des règles par les citoyens, parce qu'effectivement, il y en aura toujours. Pour autant, on peut dire parfois que les politiques ne sont pas des citoyens comme les autres, parce qu'ils ont l'honneur de nous représenter, ça, il ne faut pas l'oublier. Ils sont acteurs du service public, qui est une grande fierté à la française, d'avoir des personnes qui parlent au nom de toute une population de la République française, et que pour qu'ils puissent être maintenus dans ces positions-là, il faut qu'ils respectent la loi, et en plus, il y a des dispositions qui sont très spécifiques aux élus, en lien avec la probité publique, qui sont très précises, et qu'ils connaissent, et qu'ils ont acceptées en tout état de cause quand ils ont été nommés ou élus. Oui, mais Farah, moi je vais vous objecter quelque chose. On voit de plus en plus des actes de violence, mais très graves, vis-à-vis des élus. Là, au-delà même du débat autour du pass vaccinal, du pass sanitaire, on a vu des élus se faire agresser, on a un maire qui a été tué pour des histoires de déchetterie sauvage. Enfin, on voit bien aussi que dans l'autre sens, les citoyens, pour reprendre ce qu'on disait à l'instant, ils peuvent être d'une violence extrême vis-à-vis des élus. Donc en fait, est-ce que les citoyens, finalement aussi, vont pas trop loin sous prétexte de on fait ce qu'on veut, on n'a pas confiance, donc en fait, on peut carrément leur taper dessus? Toute violence envers qui que ce soit est intolérable, envers que ce soit les citoyens ou les élus. En tant qu'élus, oui, c'est intolérable en fait qu'ils soient mis en difficulté dans le cadre de leur mission de service public, et rien n'excuse des agressions physiques ou verbales, clairement. Et que je pense que le respect aussi vis-à-vis de la fonction, qu'elle soit présidentielle ou autre, d'État, de service public, est à souligner. Pour autant, moi, je ne pense pas que la plupart des Français soient réfractaires à leurs élus. Je pense au contraire qu'ils ont beaucoup d'exigences qui sont liées à la fonction d'élu, et qu'il ne faut pas non plus être dans une stratégie visant à opposer la population qui serait agressive vis-à-vis des élus, et les élus qui seraient tous corrompus, mauvais, et se servant de l'argent public pour des intérêts personnels. Parce que nous aussi, ce qu'on promeut chez Anticorps, c'est le fait que la plupart des élus sont très probes. Anticorps, c'est une association, d'ailleurs, qui a été créée par des élus. Il y a des élus au sein de l'association. C'est qu'on a conscience que c'est une minorité qui atteint la majorité de personnes de très bonne volonté. Il y a quelques élus qui font n'importe quoi, enfin qui ne sont pas exemplaires dans leur pratique, et que ça jette l'opprobre finalement sur l'intégralité du corps des élus. Oui. Finalement, on pourrait presque filer la métaphore en disant qu'il y a quelques zozos qui fichent le bazar en quartier populaire, en banlieue, et que ça jette l'opprobre en fait sur tout le monde. Comment ça va? Ça va, merci et vous. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat? Alors, je peux tenir le micro. Alors, déjà, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de la confiance. Mais je pense qu'il faut définir ce que c'est la confiance. C'est tout simplement le sentiment de se fier à une réalité incertaine. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire. Une très bonne définition, en tout cas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que donc, il faut vraiment avoir un réel travail en amont pour pouvoir que les citoyens aient confiance en ces trois entités. La problématique, c'est médias, sciences, élus. Médias, c'est bien connu, c'est la quatrième force. On a le pouvoir exécutif. C'est le quatrième pouvoir. Voilà. C'est une forme de contre-pouvoir, les médias. Voilà. Donc on a le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif. Et en quatrième, on a les médias. Les médias, selon moi, tout est lié en fait. Les médias, la science et les élus, parce que les médias, ils relaient la parole des scientifiques et également des élus. Par rapport à ça, moi, j'ai pas 55 ans, donc je vais parler de la jeunesse parce que je vais parler de la jeunesse. Et en fait, je trouve que, et notamment par rapport aux élus, on prend souvent la jeunesse en tant que groupe d'individus homogènes, ayant les mêmes pratiques, les mêmes croyances, les mêmes histoires, alors que la jeunesse, en fait, il faut prendre compte de cette pluralité-là et pouvoir, après, trouver des solutions. Évidemment, on ne peut pas faire du cas par cas, ça va être trop compliqué. Et c'est là où, justement, nous, on a tous grandi dans la même génération, à travers les mêmes moyens de communication, vous avez dit les réseaux sociaux, etc. Et c'est à travers ça qu'on va pouvoir fédérer toute cette jeunesse.
par rapport aux réseaux sociaux, on parle beaucoup des fake news à travers ce débat. Et je pense qu'il faut politiser la jeunesse pour pouvoir, eux, après, qu'ils puissent développer leur esprit critique et pour qu'ils soient en capacité de distinguer ce qui est le vrai du faux et ces choses-là. Voilà. Merci beaucoup. Nawel, c'est ça? Ouais. Ah. Oui, donc en fait, moi je voulais intervenir sur le fait qu'on veut renouer ce dialogue, cette confiance avec les élus, mais comment peut-on avoir confiance en des élus qui, atteignent une forme de la liberté individuelle par rapport, par exemple, au vaccin? Je pense que le fait qu'il y ait une partie en fait qui se sente, obligée quasiment de se vacciner, déjà il y a une forme de contrainte et un rapport un peu conflictuel vis-à-vis d'une partie de la population. Et je pense qu'il y a un travail à faire déjà sur ce point-là en fait. Et je justifie pas la violence qui est faite par rapport aux élus et le vaccin, mais voilà, quelle image est donnée déjà des personnes qui sont contre le vaccin, cette division qui est faite aussi au sein de la population. Je pense que c'est important de parler de ce sujet-là. Alors, on a entendu beaucoup de choses et je salue Jean Quatremer, ça va? Ça se mérite de venir à Évry-Courcouronnes? Eh bien, 1h15 Bruxelles-Paris et 1h Paris-Courcouronnes. Voilà, bravo. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi. On a entendu beaucoup de choses sur cette dimension en fait, de comment on rétablit la confiance, comment on fait en sorte d'être mieux représenté, que du coup, il y a de la pédagogie, on l'entendait à l'instant, mais il y a la petite musique de oui, et je vais reformuler si tu me permets, cette espèce de paternalisme en fait autour du vaccin où finalement on ne fait pas de pédagogie, mais on n'a pas de débat autour des libertés individuelles, mais tu fais ce que tu as à faire, donc c'est tu te vaccines, sinon tu n'as plus accès au centre commercial et à tout ça. Ça pour le coup, on l'entend aussi beaucoup cette petite musique de en fait pendant cette crise sanitaire, on nous a aussi pas beaucoup écouté, un peu maltraité et il y a eu un espèce de front entre les médecins, les élus, les médias, ça raconte aussi quelque chose. Oh, moi, par contre, je suis complètement d'accord avec ça. Ça a manqué cet aspect pédagogie et d'expliquer aux gens que quand on parle de restriction des libertés, sur les plans juridiques, il y a toujours un équilibre qui doit se faire entre la sécurité et le sanitaire. Et en fait, c'est quelque chose qui existe déjà tous les jours, cet équilibre-là, de jusqu'à quel point on limite les libertés des gens pour permettre qu'on puisse tous vivre ensemble et faire société, etc. Donc, c'est limite l'origine même de certaines normes juridiques. Et ça, ouais, ça a manqué. Je pense qu'on n'en a pas assez parlé d'expliquer aux gens. Mais après, voilà, je suis un peu défaitiste et je pense que parfois c'est toujours pareil. Si on avait pris le temps d'expliquer, on aurait trouvé autre chose pour dire ah bah s'ils en parlent autant quand même. Enfin voilà, je caricature peut-être énormément, mais moi en tant que citoyenne, même en tant que excluons l'aspect journalistique, mais en tant que citoyenne, ouais, quand j'étais devant ma télé, dans les émissions à forte audience ou dans les médias, c'est quelque chose qui m'a manqué, cet aspect pédagogique et qu'on m'explique juste les choses. Et ça n'a pas empêché que j'aille me faire vacciner quand j'ai pu, etc. Voilà, je fais pas. Mais j'aurais bien aimé. Je me suis mise à la place de plein d'autres citoyens où je me suis dit, ouais, effectivement. Ouais, j'aurais aimé qu'on me parle plus en détail de ce qui se passe. Farah, est-ce qu'il y a une forme d'infantilisation finalement d'une part de la classe politique, d'une part des médias, de quelques médecins et finalement on n'a pas eu le droit au doute et c'est aussi ce qui explique qu'il y ait autant de... Allez, les convois de la liberté qui sont partis du sud de la France arrivent en fin d'après-midi à Paris. Ça raconte aussi quelque chose ? Alors moi, je n'irai pas jusqu'à parler d'infantilisation. Et moi, ce que je regrette beaucoup, c'est le manque de transparence sur certains leaders d'opinion de santé au sein des médias. Nous, on s'est intéressé tout de suite à cette question-là au début de la crise sanitaire. C'est qu'il y a beaucoup de médecins reconnus dans leur spécialité qui se sont beaucoup exprimés dans les médias, mais qui à aucun moment ont fait preuve de transparence, alors que c'est des obligations qui figurent dans la loi. Toujours pour dire d'où ils se positionnaient, leurs liens aussi avec certains laboratoires pharmaceutiques. Donc là, quand vous nous parlez de transparence, c'est-à-dire que vous avez fait des enquêtes sur ceux qui s'exprimaient dans les médias, et en fait, ces médecins ont parfois des liens avec les laboratoires. C'est ça, ils ont parfois des liens d'intérêt, ce qui, une fois de plus, n'est pas grave. C'est des choses qui sont cohérentes dans le cadre de leur activité professionnelle. Pour autant, nous, ce qu'on aurait aimé, c'est qu'on le souligne très clairement, parce que du coup, ce qui a amené à beaucoup de personnes à se renseigner, à le découvrir sur le coup, voilà, après coup, après des prises de parole pour tel vaccin, pour tel médicament, pour telle méthode médicale. Alors que si on est transparent déjà de prime abord en disant voilà, je m'exprime de telle position,
on neutralise les risques de soupçons de partialité et aussi de faire peut-être un double jeu avec l'industrie pharmaceutique. Et c'est toujours cet enjeu-là en fait, de transparence, de vérité, de sincérité et de pouvoir délivrer une information qui soit la plus honnête possible. Et ça, c'est toujours pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Et je pense qu'il y a un réel travail à faire de sourçage, que ce soit des déclarations d'intérêt, c'est le cas. Il y a de plus en plus de sites qui répertorient les déclarations d'intérêt des médecins. Pour autant, elles sont quand même difficilement lisibles. Et l'objectif, ce serait d'arriver à quelque chose d'aussi satisfaisant que ce que fait la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique pour les politiques, qui met en ligne les déclarations et on peut directement voir où est-ce qu'ils ont travaillé dans les 5 années précédentes à la date de leur mandat. Ouais. Jean Quatremer. Alors Jean, vous êtes journaliste pour le Libération, spécialiste. On peut se tutoyer. Hein, oui, mais normalement je devrais tutoyer tout le monde ici, mais oui, on va se tutoyer. Jean, donc tu travailles pour le journal Libération, tu es spécialiste des questions européennes entre autres, et sur ces questions de transparence, justement, notamment dans le cadre de cette pandémie, ça a été un gros travail ces derniers mois. Pourquoi c'est important ? Moi, je me suis intéressé à la pandémie, à la façon dont les médias et le politique ont traité la pandémie pour des questions de liberté publique. Je ne suis pas du tout un scientifique et je n'ai pas la prétention d'avoir des réponses scientifiques, mais simplement, étant juriste de formation, j'ai vu qu'il y avait un dérapage. Et moi, je pense que c'était une faillite démocratique et une faillite journalistique, le traitement de cette pandémie. Parce qu'il y a eu une seule voix et avec une interdiction, et je suis sérieux quand je le dis, une véritable diabolisation, une interdiction du débat, dès le départ. C'est-à-dire que dès qu'on a pris la décision le 16 mars, je rappelle quand même que le 10 mars 2020, le président de la République vous expliquait qu'il fallait aller au théâtre. Hein ? Moi, je n'allais plus au théâtre depuis un mois parce que j'avais été malade, j'avais eu un truc vachement bizarre. J'ai découvert après que c'était le Covid. Donc, j'allais plus au théâtre, j'évitais plutôt les restaurants, les lieux clos, etc. Je faisais attention. Puis j'entends le président qui dit ça, je me dis, mais pourquoi il dit ça ? On savait qu'il y avait un virus qui circulait déjà en Europe. Bref, le 16 mars, c'est vraiment le bruit et la fureur. On vous assigne à résidence, sans aucun débat démocratique. Quand je dis sans aucun débat démocratique, le président seul décide de nous d'assigner 70 millions de Français à domicile. Est-ce qu'à ce moment-là... Ce qui s'est passé chez la plupart de nos voisins dans le monde. Non, mais ça s'est passé en Chine, ensuite en Italie, qui était débordée parce que son système hospitalier s'était effondré, et tous les autres, après, ça a été une course à l'échalote pour savoir qui serait le plus dur pour sauver le maximum de personnes. Sachant que les vieux, dont je fais partie, on ne demandait rien à personne. On se protégeait nous-mêmes, voilà, on n'a rien demandé. Bon, c'est ça la réalité. Mais je me dis, au moins, il va y avoir un débat dans la presse. Il va y avoir un débat au Parlement. Il n'y a rien eu. C'est-à-dire que tout le monde a accepté la parole de l'autorité. Moi, comme journaliste, quand quelqu'un me dit quelque chose, je ne le crois pas, par principe. C'est ma fonction de journaliste, c'est de ne pas croire l'autorité. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit ? Tous les journalistes qui s'alignent les uns derrière les autres, comme de bons petits soldats, les scientifiques s'alignent tous comme de bons petits soldats, et tout le monde sur la même ligne. C'est un truc, mais délirant. On ne s'est pas encore réveillé de ça. Hein. Je pense qu'on se réveillera un jour. Mais pour l'instant, effectivement, le débat a été totalement interdit et confisqué. Moi, par exemple, je suis pro-vax. Je suis vacciné jusqu'aux oreilles. Pourquoi ? Parce que j'ai peur des maladies. Voilà, je suis hypocondriaque. Voilà, ça se refroidit, je vais avoir forcément quelque chose. Donc, je fais attention à tout. Mais je suis anti-pass, donc contre le pass vaccinal. Et on me fait de moi un complotiste, un anti-vax, un type qui est pas fiable, etc. Je veux dire, c'est l'interdiction du débat. Or, toute question, nous, en tant que journalistes, on a le droit de poser toutes les questions et tous les médias ont le droit d'accueillir des paroles dissidentes, parce que c'est ça la démocratie. Et c'est ça dont on parlait avant que tu arrives, c'est que finalement, la pluralité, la diversité, aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui pêche à la fois dans le corps médiatique et dans les institutions. Mais justement, comment est-ce qu'on fait en sorte de changer un petit peu les choses là-dessus ? Parce que, Latifa le rappelait, le Bondi Blog a été créé parce que justement, on estimait qu'il y avait un vrai déficit sur les questions de quartier populaire, sur la représentation des minorités, la diversité. Est-ce qu'il faut... Enfin, on en arrive à quoi ? À devoir créer ses propres médias ? Il n'y a pas de débat possible, c'est problématique quand même. Mais juste pour te dire, ouais. il suffirait de relire Étienne de la Boétie, qui a écrit au XVIe siècle de la servitude volontaire. Et il expliquait très bien, donc au XVIe siècle, hein, c'est-à-dire à 5 siècles, et il expliquait qu'en réalité, les gens n'avaient pas envie n'aimaient pas la démocratie. Parce que ça voulait dire devoir décider par soi-même, s'informer par soi-même et
d'agir par soi-même. Et que dès qu'il y a eu des périodes de démocratie dans notre histoire, la première chose que voulaient les gens, c'était de renoncer à cette démocratie, parce que c'est très bien d'être guidé dans la vie de tous les jours sans en assumer les responsabilités. C'est Étienne de la Boétie qui a expliqué que le meilleur moyen, justement, quand on voulait prendre le pouvoir, c'était de jouer sur la peur. Et là, depuis 2 ans, c'est la peur. Je veux dire, quand on voit le protocole sanitaire qu'on vous fait supporter, je veux dire, vous avez tous un masque, mais c'est ridicule, vous risquez rien. Moi, je risque. Si, de plus en plus, notamment chez les plus jeunes, on voit qu'il y en a de plus en plus qui vont à l'hôpital. Enfin, il y a quand même eu des choses qui ont bougé. Mais non, ou alors je vous propose que c'est pas un débat sur Omicron, c'est pas un débat c'est sur la confiance dans les médias, avec les élus. Et ensuite on repart à la salle. Oui, mais voilà, tu vois, par exemple, là tu dis c'est pas sur la confiance, la transparence, etc. C'est ça, c'est que tu dis aussitôt, tu vois, je te dis, les gamins ne risquent rien. Oui, il y a des gamins qui vont à l'hôpital. Oui, il y a même des gamins qui marchent dans la rue, qui se prennent un frigo qui tombe du 12e étage. Ça arrive, mais c'est pas la majorité du genre. C'est vrai. Et quand tu dis ça à la télé, et c'est très typique, je veux dire qu'aussitôt on te dit, oui, mais attention, hein, je connais un enfant qui est mort. Et donc là, vous êtes là, vous apparaissez comme un assassin potentiel. Vous n'êtes pas pour sauver les vieux. Je dis, mais non, mais les vieux, on doit faire attention. Quand on est vieux, on fait gaffe, on porte des masques. Mais dès qu'on dit ça, simplement le dire à la télévision, c'est insupportable. Et je ne vous dis pas les réseaux sociaux. Hein. Alors, Latifa, et ensuite on repasse à la salle. Non, mais on peut repasser à la salle, parce que c'était voilà, sur l'aspect, que mars 2020 et aujourd'hui, c'était pas c'était pas la même chose en fait. C'est vrai que c'était encore différent. Il y a eu par rapport, quand on parlait de mars 2020, il n'y avait pas eu de débat, mais comme j'ai dit après qu'il fallait avoir un peu plus de pédagogie au moment de la vaccination, je ne suis pas pour non plus qu'il y ait de manque de débat démocratique en mars 2020, au confinement, etc., parce que tout le monde était presque terrorisé par ce qui se passait. Ouais, voilà, c'est ça, et qu'il y a quand même ce choc à ce moment-là qu'il y avait à prendre en compte. Ouais, Alain. Oui. Du coup, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le monsieur. Actuellement, on remarque en fait tous les débats sont polarisés. En fait, on a les pro-vaccins, les anti-vax, et selon moi, un débat ne devrait pas être un pro ou un anti en fait. Et actuellement, dans les médias, c'est soit on est pour ou soit on est contre. Alors qu'un débat là-bas, c'est un dialogue, c'est un échange, et c'est ce qui fait que certaines personnes, lorsqu'on prend une certaine position, on est totalement catalogué. Imaginons une personne qui ne veut pas se vacciner. Ah, mais en fait, tu veux que tous les vieux meurent, en fait, tu ne veux pas te vacciner, t'es un méchant. Alors que on peut. Pour moi, ça n'a pas un grand sens en fait. Et de plus, en fait, lorsqu'on est dans les médias face à un scientifique, on a limite une injonction de croire en ce scientifique. Alors qu'on est d'accord que la science est objective, mais les scientifiques ne le sont pas toujours. Il y a du débat, entre la science et les scientifiques. Non, il y a du débat entre les scientifiques, mais sauf qu'en fait, des scientifiques qui prennent une certaine position, limite, sont presque bannis du paysage médiatique. En ce moment, on peut vraiment se poser la question, vraiment si, après tout ce qu'on a vu, est-ce qu'on peut encore faire confiance aux médias, tout ça. Parce que voilà, il y a vraiment une polarisation, et voilà, certaines personnes sont cataloguées bien mauvais, voilà, et je pense que ça pollue le débat. On manque de nuances. Mademoiselle. Moi, ce que j'aimerais dire, en fait, c'est que les personnes qui ne sont pas vaccinées, en fait, elles sont vraiment isolées. Je vais parler d'un cas, j'ai pas envie de citer le nom, mais en fait, je connais une personne qui s'est pas fait vacciner et elle a perdu son travail. Elle avait une excellente relation avec son patron, mais il lui a dit malheureusement de partir parce qu'elle n'était pas vaccinée. Ensuite, elle a perdu tous ses contacts parce qu'elle ne pouvait pas sortir, elle ne pouvait pas se rendre au restaurant, au cinéma, etc. Et en fait, je souffre pour cette personne parce qu'elle est vraiment isolée, toute seule. Et heureusement qu'elle vit chez ses parents parce qu'aujourd'hui, elle est sans revenu. Voilà, je voulais juste dire ça. Merci de votre témoignage. Hop, 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 hop. Bonjour madame, vous avez froid? Non, ça va? Je vous vois recroqueviller. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'on se dit? Je pense que, pour moi, depuis le début de la pandémie, je me suis toujours dit que personne ne maîtrise rien. Et les politiques, surtout quand ils parlent, ils ont l'impression au début qu'ils maîtrisent des choses, parce qu'au début, ils disaient qu'il n'y avait pas d'importance de porter de masque. Et après, les discours changent de partout, les médias, les politiques, les élus, ça change à tout moment. Et je me rends compte que personne ne maîtrise rien du tout. Et
quand les politiques parlent, ils nous donnent l'impression qu'ils sont en train de maîtriser des choses, mais après un temps, ils changent. Et c'est ce qui fait que la population n'a plus confiance. La population n'a confiance ni aux médias, ni aux politiques, ni aux élus. Comment voulez-vous qu'on renoue la confiance entre toutes ces personnes alors qu'il n'y a rien ne nous rassure en fait. Rien ne nous rassure et on ne peut pas faire confiance à une personne qui ne vous rassure pas, à des autorités qui ne nous rassurent pas. Moi, je pense qu'il y a moyen de renouer la confiance, mais il faut changer de stratégie. Il faut qu'on accorde la parole à la population. Un débat comme celui d'aujourd'hui, par exemple, ça peut être une des stratégies qui peut donner espoir à la population. Merci beaucoup pour cette intervention. Ça c'est... ouais. Mais oui, oh là là. Bon, on fait un petit tour. Bonjour, je m'appelle Isabelle. C'est bon. Alors bon, je voudrais revenir aux médias là, parce qu'on discute sur le Covid, c'est pas tout à fait l'objet du débat. Donc moi, je pense qu'on peut retrouver la confiance, mais bien sûr, il faut déjà consulter les bons médias. Et les bons médias, ils existent. Alors, ils sont de plus en plus rares parce qu'aujourd'hui, il est demandé à beaucoup de journalistes, et pas M. Quatremer c'est pas vous deux qui me contredirez, c'est qu'on leur demande de faire du buzz, de faire du sensationnel. Alors, c'est vrai aussi sur Facebook et sur Twitter. Donc, en fait, il existe des médias comme, alors je cite Arte, par exemple, c'est un média dans lequel on vous présente des journalistes qui donnent leur opinion, qui analysent, mais sur le même plateau, il y a des journalistes qui ne sont pas du même avis. Donc déjà, l'information, elle est plus riche. Ensuite, vous voyez, j'ai des cheveux blancs, donc je me souviens d'une émission qui était remarquable pour éduquer aux médias, la lecture des médias, ça s'appelait « Arrêt sur image ». Et en fait, on décortiquait n'importe quel reportage du journal télévisé en faisant découvrir aux jeunes quelles étaient les choses sur lesquelles on trichait. Alors, en ce qui concerne la parole des élus, alors je ne parle pas du Covid parce que c'était vraiment un contexte exceptionnel qu'on n'avait encore jamais rencontré. Donc, il faut quand même savoir sauf les élus du terrain, par qui passe la voix des élus? C'est par les médias. Or, les médias, ils ont un pouvoir redoutable. C'est que dans un discours d'élu qu'on n'entend pas en direct, ils ont le pouvoir de sélectionner la petite phrase qui, sortie du contexte, va faire un scandale épouvantable. Et quand, en fait, on se renseigne sur ce qu'a vraiment dit, c'est-à-dire on écoute la personne, et on s'aperçoit que... Donc, moi, je trouve qu'il faut choisir les bons médias. Il y a un journal, pour ne pas le citer, qui s'appelle Le Monde, dans lequel vous avez des informations. Et quand c'est le journaliste qui donne son opinion, c'est écrit, c'est encadré, c'est écrit opinion. Donc vous savez très bien que d'un côté, vous avez l'information objective et de l'autre, vous avez l'opinion. Après, voilà. Merci beaucoup. Rapidement. Alors, ce qui ressort beaucoup, c'est le manque de transparence envers les médias. Donc ça, c'est dû parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les médias ils sont détenus, ou les actionnaires majoritaires ou les propriétaires sont détenus par des grands industriels, donc des gens qui ont beaucoup d'argent, que ce soit, des fois c'est les personnes les plus riches du monde et les fortunes les plus riches de France. Moi, j'avais une question pour vous. Comment il s'appelle, le monsieur ? Monsieur Quatremer. Monsieur Quatremer. Avant, je dois dire un truc. Quand on a appris, par exemple, que Xavier Niel il avait financé la campagne d'Emmanuel Macron, ou que même les fausses paparazzades avec Mimi Marchand pour la campagne People d'Emmanuel Macron aussi, vous, votre journal, c'est Libération, donc le propriétaire, c'est Patrick Drahi. Est-ce que vous avez des lignes... Ah, ok. Mais vous, en tant que journaliste, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez des lignes éditoriales à suivre ? Non ? Ok. Bon. Je vais répondre tout de suite à la question. Ouais. Ça, c'est un fantasme. Si vous imaginez que Patrick Drahi, qui brasse des dizaines de milliards par jour, va s'intéresser à ce que j'écris ou demander au rédacteur en chef de Libération ou du Monde ou de n'importe quel média de suivre telle ou telle ligne, ça n'arrivera pas. Surtout en plus à Libération. Libération, on écrit ce que l'on veut. Je n'ai jamais eu en 30 ans une seule pression. Alors parfois, effectivement, si les pressions, je peux les sentir du style, par exemple, si j'aborde un sujet qui n'est pas forcément le mien, comme la pandémie,
par exemple, la liberté fondamentale, en temps de pandémie, je peux sentir une certaine réticence. Mais personne ne m'empêchera de publier. Vous comprenez? C'est pas comme ça que ça se passe. Nora pourra en témoigner, n'importe qui peut en témoigner. C'est seulement, parfois, effectivement, il y a des sujets qui ne passeront pas forcément. Ça arrive. Mais je ne l'ai jamais vécu, moi, comme de la censure. C'est aussi des choix éditoriaux, parce qu'il faut que je convainque toute une chaîne hiérarchique de le faire. La censure, ça ne fonctionne pas comme ça. La censure, elle fonctionne par le biais de l'autocensure. C'est beaucoup plus pervers. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, vous faites un papier extrêmement désagréable sur, allez, je vais prendre un exemple ancien, Dominique Strauss-Kahn, ce que j'ai fait en son temps. Et donc, je révèle à l'époque, il y a 13 ans, que Dominique Strauss-Kahn a un problème dans son rapport aux femmes. Mais je l'écris de Bruxelles, donc j'avais personne avec moi pour me dire « Tu exagères, Jean, comment as-tu pu écrire une chose pareille ?» Mais à Paris, comment ça se passe? On vous croise dans la rue, vos collègues vous disent « Ouais, Jean, tu as été un peu loin là. » Un autre vous dira « Ouais, Jean, quand même là, bon, je pense que tu peux oublier ta promotion. » Et puis après, un ministre vous dit « Quand même, vous avez exagéré. » Et pendant jour après jour, petit à petit, il y a une musique tellement puissante dans votre cerveau que vous dites « Oh, ça, je ne vais pas le traiter parce que sinon, je vais avoir des problèmes. » C'est comme ça que ça fonctionne. Le problème n'est pas celui de la censure ou des orientations qui vous sont imposées, c'est celui de l'autocensure. Et il faut avoir une sacrée, je dirais, indépendance pour résister à cette autocensure. C'est-à-dire aller là où vous sentez que les autres n'ont pas envie que vous alliez. Alors, on va peut-être faire un petit round de réponses là justement parce qu'on a entendu beaucoup de choses sur la nécessité en fait de mettre en place une forme de nuance dans le débat public, d'avoir donc un débat, de savoir d'où parlent en fait les scientifiques, qu'il y a eu beaucoup d'accrochages et que ça a forcément conduit à des doutes. De l'autre, Madame nous disait qu'il faudrait plus d'espace en fait de dialogue pour qu'on sache, parce qu'après tout, les politiques, les médias, personne nous dit finalement, on ne sait pas, donc il faut être sûr de soi, et c'est un peu ce qu'on a vu en termes de communication. Tout le monde est convaincu de sa bonne foi, et Madame nous disait, oui, mais après tout, on est aussi face à des médias aujourd'hui qui recherchent le buzz, un peu une forme d'économie de l'attention. Donc là-dedans, comment est-ce qu'on arrive justement à recréer un espace où on pourrait discuter de manière respectueuse, en s'écoutant, en faisant en sorte de ne pas rechercher ce qu'on appelle, avec les papiers putaclic, hein, donc c'est ce qu'on recherche par exemple sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce qui s'est passé, souvenez-vous, après les Gilets jaunes avec le grand débat qui avait parcouru toute la France, est-ce que ça, c'est potentiellement une option ? Je pense oui, il y a plein d'injonctions paradoxales, c'est-à-dire que on veut être rassuré par les politiques, mais en même temps, on veut qu'ils nous montrent qu'ils doutent, on veut qu'ils nous disent qu'ils s'excusent quand ils se trompent, on accepte. Enfin, je pense qu'il faut beaucoup d'humilité pour tout le monde, et notamment pour les journalistes et pour les hommes et les femmes politiques, de dire parfois, on ne sait pas. Ou alors là, tout de suite, c'est compliqué de prendre une décision parce que là, soit la pandémie, c'est une situation exceptionnelle, où il y a des arbitrages qui ont été faits, qui ont été mal faits. Je pense que c'est admettre le doute et admettre l'erreur renforcerait la confiance des citoyens envers les hommes politiques, les femmes politiques et les journalistes. Et en même temps, c'est quelque chose qui peut être dangereux pour les politiques, parce que on a souvent l'image de la France où il faut que ce soit des hommes et des femmes politiques forts et fortes, qui savent prendre des décisions, qui soient limite presque paternelles. Et donc, on fait ça et personne n'en discute. Donc, je pense que la société est en train d'évoluer là-dessus. Et en même temps, et pareil, c'est pas propre à la pandémie. Il y a aussi l'aspect de la nuance qui est important pour les gens, mais il n'y a pas beaucoup de gens en fait qui sont capables de discuter et d'entendre des points de vue qui sont contraires aux leurs, en vrai. Sincèrement, dans toutes nos sphères, en fait, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales, qu'elles soient médiatiques, d'accepter de dire, ouais, peut-être que là, je me suis plantée, ou peut-être que je vais apporter un peu de nuance à mon point de vue. Ah oui, c'est vrai. Enfin, c'est vraiment une gymnastique presque morale et intellectuelle à faire. Et le monde entier manque de nuance, hein, c'est pas propre à la France. Et en même temps, comme vous le disiez, qu'est-ce que les lecteurs ou les auditeurs ou les téléspectateurs veulent? C'est des avis tranchés, où les gens, limite, se tapent dessus verbalement, à qui aura le plus raison et qui fera la meilleure petite phrase. Et ça, en fait, c'est épuisant à la longue. Farah ? Je suis toujours très très d'accord avec ce que tu dis, Latifa, mais également je pense qu'il y a un enjeu de ralentir le rythme de l'information. C'est que je pense qu'on est vraiment dans une société où tout doit aller très très vite et dans laquelle on n'est pas forcément toujours prêt à mettre l'argent pour l'information, alors que c'est capital d'être bien informé. Ensuite, il y a toujours cette question de pouvoir d'achat, évidemment.
Mais il est sûr que je pense qu'une meilleure information passe par investir dans l'information, investir dans les journalistes, dans la presse indépendante d'investigation, de se dire qu'un papier, ça coûte de l'argent, parce que c'est du temps de travail des journalistes, c'est de l'enquête, c'est de la contradiction, c'est de la nuance, et de pouvoir être en mesure de comprendre que c'est un investissement sur du long terme, parce que c'est un investissement en tant que citoyen, c'est un investissement en temps de tranquillité, de sérénité et aussi de fonctionnement démocratique de la société. Vous évoquiez aussi tout à l'heure la nécessité de créer des espaces de débat, d'avoir un RIC, ce qui était quand même une des volontés des Gilets jaunes à une époque. Donc c'est un référendum d'initiative citoyenne. Ça aussi, c'est important en fait de pouvoir interpeller le politique quand on est citoyen. Oui, totalement. On l'a vu avec le grand débat qui a eu lieu à la suite de la crise des Gilets jaunes. Il y a beaucoup de propositions qui ont été soulevées, notamment plus de démocratie directe et de référendum, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus considérer que les Français sont totalement désintéressés de la chose publique, parce que la politique, avant tout, c'est la chose de la société, c'est la vie de la société. Et qu'on a tendance à teinter ça de négativité, et que les citoyens, je suis certaine, qui seraient dans une grande part intéressés par donner leur avis. Mais c'est qu'il y a aussi un système d'autocensure où on diffuse l'idée que pour participer à la politique, il faut faire des études, il faut avoir fait l'ENA, il faut avoir des compétences particulières, alors que pas du tout. Et nous, on le voit aussi beaucoup chez Anticorps, c'est que nous, on a des cellules locales dans les départements qui nous remontent des affaires, et ce n'est pas forcément des juristes, c'est des personnes qui s'interrogent et qui se forment, et nous, on les forme aussi d'un point de vue juridique et au niveau de l'éthique pour décoder une délibération de conseil municipal, par exemple, qui porte sur une subvention. On se pose des questions, on se dit pourquoi on accorde la subvention à telle entreprise. Moi, j'ai entendu parler du maire, sa fille, elle est chef de l'entreprise, c'est pas un peu bizarre? Enfin, ce genre de choses. Et que je pense qu'il faut reprendre ce pouvoir sur notre destin aussi en tant que citoyen. Et ça passe par plus d'écoute du politique, plus de dialogue pour être en mesure de le contredire et de proposer des choses concrètes sur notre quotidien. Jean, comment est-ce qu'on sort de cette culture du buzz, toi qui passes ta vie sur Twitter à clasher la moitié de la planète et à bloquer l'autre moitié? Mais moi, j'utilise justement, je ne crois pas qu'on pourra revenir en arrière. Ça, moi, je ne crois pas une seconde. C'est-à-dire, oui, ça serait bien que les gens rachètent des journaux. Ouais, ça serait bien, je vous le dis franchement. Mais ça n'arrivera pas, point. Ça serait bien que les gens regardent un journal télévisé en entier. Oui, mais ça n'arrivera pas. Vous regardez maintenant des journaux télévisés par minute. Vous regardez TikTok, au-delà de 30 secondes, il faut passer à autre chose. Donc, il faut jouer avec ça. La culture, moi, j'interviens, effectivement, je fais des livres de 700 pages, mais je fais aussi des tweets de 280 caractères où effectivement j'essaie de faire entendre un message différent. Donc il y a plusieurs niveaux d'intervention. Nous, en tant que journalistes, on doit jouer sur tous ces niveaux. Bon, alors pour l'instant, je n'irai pas encore danser sur TikTok pour vous épargner ce spectacle lamentable, mais si je savais danser, j'irais danser sur TikTok en balançant mon message, parce que je me dis que c'est le seul moyen de faire passer un message. Ça, il faut que les choses soient claires. La culture du buzz, ce n'est pas seulement nous et vous, ce sont aussi les scientifiques. Je reviens à une question qui avait été posée tout à l'heure sur les scientifiques. Parce que, quand même, depuis le début de cette pandémie, qu'est-ce qu'on entend? Des scientifiques affirmatifs. Ils savent. Non, la science, c'est le doute. C'est encore plus le doute que le journalisme ou que la politique. Parce que la science, elle se trompe en permanence. Quelque chose qui est vrai aujourd'hui sera faux demain. Oui, mais les journalistes ont eu aussi ce truc les scientifiques qui venaient douter sur les plateaux, on a fini par plus les voir. Exactement, mais c'est vrai, mais pas seulement. C'est qu'on interviewait aussi sur les plateaux des gens qui, par exemple, n'étaient pas du tout des spécialistes. Ouais. Genre Gilles Doré, qui était néphrologue et pas du tout épidémiologiste, donc il n'avait aucune idée de ce qui se passait réellement dans la vraie vie avec le virus. Je vous rappelle quand même une chose. Moi, je rappelle toujours, c'est un exemple historique. Semmelweis, qui était un médecin au début du 19e siècle, qui était un médecin qui se demandait, viennois, autrichien, qui se demandait pourquoi toutes les femmes, une partie des femmes, mouraient de la fièvre purpurale au moment de l'accouchement. Et il dit, mais pourquoi, comment ça se fait que toutes ces femmes meurent? Et un jour, il remarque qu'effectivement, très souvent, les femmes qui mouraient de la fièvre purpurale, c'était parce que les médecins, juste avant, avaient été disséquer un cadavre et ne s'étaient pas lavé les mains. Et donc, après, il touchait les femmes qui, évidemment, mouraient de cette fièvre purpurale. Et il fait le lien, 1 + 1, et il dit, mais il faut se laver les mains avant d'opérer une femme, d'opérer en général. Toute l'académie, tous les médecins de la planète entière ont dit que ce type était un dingue, que ça n'avait aucun lien entre le lavage des mains, etc. Il est mort 50 ans plus tard, fou, pauvre, dans la rue. C'était épouvantable. Et après sa mort, on s'est dit,
ah en fait il avait raison, il faut se laver les mains avant d'opérer quelqu'un. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a bien une chose qui n'est pas certaine, c'est la science. Et ce doute-là, et moi c'est ce que je reproche au corps médical, les affirmations qu'on a eues d'un certain nombre de pontes scientifiques depuis le début de cette pandémie, effectivement, mais ont parcouru toute la société. Parce qu'il y avait la certitude, nous avons raison, nous savons ce que c'est. Il n'y a jamais eu, vous dites à propos des, je ne sais plus qui, c'est peut-être toi qui disais les excuses, mais il n'y a jamais eu d'excuses de scientifiques disant non, en fait on s'est trompé, oups, en fait on ne savait pas, en fait c'est plutôt ça. Moi j'ai vu Angela Merkel, la chancelière allemande, venir à la télévision, elle l'a fait 3 fois en disant oups, je me suis planté. Je suis désolé. Alors voilà, on avait pris cette décision-là, par exemple, je ne sais pas, d'enfermer tous les moins de 20 ans dans des pièces séparées. C'était une erreur parce que blablabla, elle explique. Elle dit, mais voilà, donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, voilà ce qu'on va faire. Eh bien moi, j'écoute ça, total respect. Il y avait, tu dis, ah bah oui, elle s'est trompée, je peux accepter qu'on se trompe. Et là, en France, les journalistes ne se trompent jamais, les politiques ne se trompent jamais, et les scientifiques ne se trompent jamais. Moi, ça me pose un problème. Et donc, au lieu de dire, pointer le doigt des médias, peut-être qu'il faudrait au moins dire que c'est apprendre à tous ces gens qui nous dirigent, tous ces gens qui ont le savoir, la science infuse, que c'est peut-être déjà à eux de dire qu'ils doutent. Et douter, ça ne veut pas dire instaurer le doute dans la société. Au contraire, à mon avis, on respecte des gens qui disent c'est comme ça, mais ça peut être aussi comme ça. Ouais. Et c'est surtout qu'il faut sortir de l'idée que ce serait un signe de faiblesse. Un dernier round avant la fin. Moi, j'aimerais revenir sur... c'était une personne dans le public qui avait intervenu en disant qu'il avait une amie qui avait refusé de faire le vaccin et qui a été en fait isolée, etc. Et moi, je pense que la problématique de la liberté individuelle face au vaccin se pose. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes libres de se vacciner? Vous disiez tout à l'heure, cher monsieur, que nous sommes dans une démocratie. Donc si nous sommes dans une démocratie, chaque citoyen doit prendre ses décisions de façon réfléchie ou de façon individuelle sans que l'opinion publique ou je ne sais autre puisse impacter sa décision personnelle. Donc finalement, est-ce que nous sommes libres de se vacciner ou pas? Ou finalement, est-ce une contrainte déguisée? Parce qu'aujourd'hui, on nous interdit les centres commerciaux quand nous ne sommes pas vaccinés. C'est une pression sociale. Donc finalement, les personnes qui refusent de se vacciner, est-ce que finalement, est-ce qu'on pense à ces personnes-là qui se finissent isolées? Alors, j'avais bien dit que ce n'était pas un débat sur la vaccination. Hein? Je vois qu'on m'écoute. Moi, j'aimerais dire que déjà, depuis 2015, il y a un manque de confiance de la population envers du coup, les élus et aussi les médias, et que du coup, ça c'est... Parce qu'il y a eu tous les attentats, ça fait que le peuple il rentre dans la peur en fait. Et la peur, du coup, ça crée un manque de confiance. Et on préfère se faire confiance à soi-même ou se renfermer envers soi-même plutôt que de s'en remettre aux élus ou alors aux médias, etc. Mais après, j'aimerais dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de la surinformation avec les médias, mais que les médias, d'une part aussi, il faudrait prendre le bon côté où, en fait, ils vont à contre-courant parfois des élus et ils critiquent certaines politiques qui peuvent être mises en place. Et ça nous permet aussi de pouvoir exercer notre esprit critique. Et je rejoins M. Quatremer aussi avec tout ce qui est les réseaux sociaux. Je pense que on critique le fait qu'aujourd'hui, ce soit les journalistes ou les politiques qui soient sur les réseaux sociaux, sauf que c'est une manière aussi pour les jeunes d'avoir accès à l'actualité. C'est une manière d'avoir accès... Personnellement, moi, je m'informe pas sur les réseaux sociaux, mais je sais que, par exemple, mes petits frères, c'est mieux pour eux de pouvoir s'informer sur les réseaux sociaux parce que c'est des plateformes sur lesquelles ils sont couramment et ça leur permet d'avoir accès à toutes ces informations, de s'informer, de pouvoir en parler autour d'eux aussi et de ne pas se sentir dépaysés sur ce qui se passe dans l'actualité. Donc voilà. Merci. Alors, il y avait de l'autre côté, Madame, comment ça va depuis hier soir? Bonjour. Alors moi, je vais vous poser une question parce que je reviens sur ce que... Je ne sais plus votre nom. Quand vous parliez des papiers qui coûtent cher. Je m'appelle Farazaoui. Oui, tout à fait, merci. Voilà, j'ai lu un article, alors je pose la question parce que ce n'est pas du tout mon domaine de compétence. Hein. J'ai lu un article il y a très récemment, écrit par 2 journalistes. Un jeune journaliste qui débutait sa carrière et quelqu'un qui était plutôt en fin de carrière, on va dire. Et l'ancien, on va dire l'ancien, disait, mais moi quand il couvrait un conflit ou quelque chose comme ça, il avait plusieurs jours, enfin, il avait du temps qu'il était imparti pour travailler. Et là, son collègue disait, écoutez, moi j'ai 3 jours. Il faut que je fasse un papier, 10 lignes rapides, qui partent dans 24 heures et 3 photos. Donc je m'interroge sur les conditions de travail qu'ils ont aussi pour nous ramener une info et qui puisse être légitime et où on ait confiance. Merci. Et je crois qu'il y a
là, là et là. J'avais une question. Déjà, moi, je pense... Plus près. Ok. Je pense que la colère de la population, elle est beaucoup plus profonde que cette crise sanitaire. Je pense qu'elle remonte aux gilets jaunes. Et j'avais une question par rapport aussi aux informations. Comment, en tant que citoyen, comment nous pouvons prendre les informations? Comment on peut discerner ce qui est bon ou mauvais? Merci beaucoup. Et alors rapidement, parce qu'on arrive au bout. Oui, alors sur la confiance à donner aux médias, il y a un phénomène simple que tout le monde observait. En 2020, les médias, à l'unanimité, à la quasi-unanimité, ont porté le même message. Le gouvernement prenait une position, le masque ne sert à rien, les médias ont répété, le masque ne sert à rien. Le gouvernement a changé de position, le masque est devenu obligatoire, les médias ont répété, portez un masque. Donc c'est quand même pas logique. Monsieur Quatremer a dit justement, un journaliste ne doit pas faire confiance, il doit critiquer, s'informer, regarder de droite, de gauche, avant de se faire une opinion et de s'exprimer en tant que journaliste. Non, la quasi-totalité des médias a porté le même message. Alors que dans d'autres époques du pays, on avait des médias qui donnaient des points de vue différents. Juste un exemple vite fait, on n'a pas beaucoup de temps. Du temps de la guerre du Vietnam, dans Le Monde, qui est un journal connu mais pas exceptionnel, il y avait 2 colonnes du gouvernement sud-vietnamien, 2 colonnes des résistants vietnamiens et 3 colonnes du journaliste qui faisait une synthèse. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc comment faire confiance à des médias qui ne font que de répéter le message officiel? Un média, ce n'est pas un haut-parleur. Le métier de journaliste, c'est un métier particulier. Ce n'est pas juste un répétiteur. Alors sur le masque, mais Latifa en parlait, s'il y a bien un truc sur lequel ils ont quand même bien tapé sur le gouvernement, c'est sur le fait qu'on avait caché le fait qu'on n'avait plus de stock de masques, mais quand même. En fait, moi, je voulais dire par rapport à la jeunesse tout à l'heure, que en fait, on dit ouais, les jeunes, ils sont pas touchés. Au final, nous, les jeunes, maintenant, on est touchés par le Covid. Et aussi, je voulais dire, les informations, en fait, ils sont pas claires. Parce que comme au début, on disait le confinement, oui, après tout va s'arrêter, on va reprendre nos vies normales. Au final, on est déconfiné, on confine, donc en fait, c'est pas clair. Donc pour moi, c'est normal qu'on n'ait pas la confiance si les informations, déjà, ils sont pas claires, on est embrouillé en fait. C'est pas clair, on est embrouillé. Et monsieur, alors vraiment, je vous demanderai en 20 secondes. C'est un autre sujet sur par exemple, la leçon de morale des journalistes. Sur les leçons de morale, c'est-à-dire de France Inter ou de Libération. Parce que si quelqu'un dit dans le transport en commun, il y a de l'insécurité, on est tout de suite tassé l'extrême droite. Par contre, je voudrais dire, monsieur Quatremer, la dernière fois que vous avez pris le métro, c'était en quelle année? Ouais. Non, mais là, parce que c'était... Là, j'ai pris un taxi, parce que moi, je viens toujours en RER, je suis toujours en métro, etc. Donc, tout le temps. Je vous rassure. Et je circule en vélo, j'ai pas de voiture. Mais alors, Jean, parce que tu dois nous quitter dans 5 minutes, justement. On a entendu beaucoup de choses, là, sur tous nos débats. Peut-être un mot de la fin de manière globale, mais ça va? Oui, ok. Pardon. Non, oui, mais là, il faut que je clôture. Mais du coup, peut-être sur ce qu'on a entendu autour de la question de la pédagogie, qu'est-ce que ça t'inspire, justement, tout ça? Mais encore une fois, je reviens à mon point de départ, c'est que je pense qu'il y a un vrai problème journalistique, médiatique. Mais c'est quelque chose, je pourrais en parler pendant des heures. Pourquoi? Je pense que la question aussi de la formation des journalistes. Les journalistes suivent la même formation que les hommes politiques. Les hommes politiques font Sciences Po et l'ENA. Et ils pensent tous la même chose. Les journalistes, aujourd'hui, ils font Sciences Po et une école de journalisme. Et donc, à mon époque, moi, quand j'ai commencé à être journaliste, il y avait des gens, moi j'étais par exemple juriste, j'étais avocat, juriste, et je suis devenu journaliste. On avait des militants politiques qui sont devenus journalistes. On a eu des gens... dans mon journal, dans les années 80, je peux vous assurer, il y avait des gens qui venaient de tous les bords. Et ceux qui avaient fait une école de journalisme étaient une minorité. Aujourd'hui, dans les journaux, et c'est un drame absolu, c'est le même milieu social, la même formation de bout en bout. Les gens pensent tous la même chose. Je vous assure, ils pensent tous la même chose. Ils s'indignent des mêmes choses. Alors avec quelques nuances, je sais pas, soyons clairs, mais le fait de penser contre, moi par exemple, je viens des milieux libertaires, anarchistes. Donc moi, dès que quelqu'un me dit, un politique me dit « Ouais, votre article était bon », je me dis « Je me suis planté ». C'est pas possible qu'il me dise qu'il est bon. Ça veut dire quelque chose qui n'a pas fonctionné dans la façon dont je couvrais l'information. Mais je vous assure, quand je vois souvent mes jeunes confrères, mais quand je dis jeunes, ça part de 25 ans jusqu'à 50 ans, c'est presque hallucinant parce qu'il
il y a une espèce de pensée de groupe, pensée de meute. Moi, je pense qu'il faut réintroduire de la diversité, c'est bien des sujets. Ouais, mais c'est bien ça le problème, c'est que moi, quand les plus jeunes viennent au Bondi Blog et que c'est un métier extrêmement précaire, c'est difficile de rentrer, qu'est-ce que je leur dis ? Je leur dis, faut faire une école, sinon personne va te calculer. Déjà, personne va te calculer en temps normal, et s'ils voient pas la petite ligne que tu as fait une école, c'est compliqué. Donc en fait, nous, on leur dit quoi ? On va les envoyer au chômage déjà de toute façon, quasiment, à chaque fois. Et donc je vais pas dire à un jeune de 18-20 ans, fais pas d'école. Franchement, on va frapper à la porte, tu vas voir, il y a quelqu'un qui va t'ouvrir comme dans les années 80. C'est pas vrai. Non, mais c'est pas. Là, il y avait des gens, effectivement, tout le monde avait fait des études, il faut quand même le reconnaître. Oui, voilà. mais c'est compliqué. Quoi. Voilà, tout le monde avait fait des études. Par exemple, en Angleterre, aujourd'hui, pour être homme politique, pour être journaliste, etc., vous faites l'université. Moi, j'ai connu d'excellents ambassadeurs britanniques qui avaient fait histoire de l'art. Aujourd'hui, vous faites histoire de l'art en France, vous êtes chômeur. En Grande-Bretagne, vous faites histoire de l'art, vous êtes ambassadeur. Vous devenez ministre. Boris Johnson était avec moi, par exemple, Premier ministre britannique. Il était avec moi en poste comme journaliste à Bruxelles, donc je le connais bien. Et il n'avait absolument pas fait l'ENA. Il avait fait, certes, une université, mais il n'avait pas fait une grande école. Donc, encore une fois, je pense que c'est le problème fondamental de tout ça. Ce sont les journalistes, c'est leur formation, c'est le cœur. Le reste, ce sont que des c'est vraiment juste enfoncer les portes ouvertes. Il faut reformer des journalistes avec la diversité. Farah. Moi, je vais parler de ce que je connais, donc le politique. Il est vrai qu'on a tendance à penser que pour faire de la politique, il y a deux canaux plutôt très classiques. C'est soit on suit un parcours très classique, donc on va à l'ENA ou on a fait Sciences Po avant, ou sinon on est militant de terrain. Mais pour autant, c'est pas la réalité, parce que les politiques, c'est pas juste les politiques qui sont au gouvernement. Il y a les politiques de terrain, de territoire aussi, qui n'ont pas forcément ces parcours-là. Donc je pense qu'il faut aussi avoir de la nuance par rapport à ça. Moi aussi, je regrette profondément qu'il y a un manque de diversité crasse dans le gouvernement et qu'on analyse, malgré la société civile qui a été promue, que c'est une société civile très insérée, très CSP+. Pour autant, n'oublions pas que dans les territoires, on a beaucoup de communes de moins de 3500 habitants, avec des maires qui sont agriculteurs, qui ont une petite indemnité et qui joignent les deux bouts comme ils peuvent, et qui n'ont pas forcément tous une formation académique, et c'est aussi une richesse. Latifa, tu auras le mot de la fin en 30 secondes. Non, mais ça peut rejoindre que les gens doutent, en fait. Je suis aussi une partisane du doute, c'est douter. Et voilà, après, comme je disais tout à l'heure, faites les recherches nécessaires, allez vous informer partout où vous pouvez, et à chaque fois en gardant l'esprit critique, parce que c'est indispensable. Et pareil, je fais partie des gens qui prônent les excuses quand on se trompe. Il n'y a rien de grave en fait. Quand on a une colonne vertébrale et des idéaux, etc., les fois où on se trompe, c'est pas un problème. Voilà, et surtout, donc, prenez la plume, prenez le pouvoir, commencez à écrire. Devenez presque votre propre média et commencez donc à danser sur TikTok, évidemment. Merci à tous, exactement. Merci Jean Quatremer qui doit filer, Farah Zaoui, Latifa Olkouir. Merci à l'association Génération 2 qui a été en force aujourd'hui et qui a posé plein de questions, qui a super bien travaillé. Merci à tous. Et vous savez que le Club Agora continue. Demain, c'est le dernier, on clôture la semaine. Et demain, parce que ce sera 2 jours avant la Saint-Valentin, on va parler d'amour. Alors à demain.